pour les connaisseurs et les spécialistes, pour les techniciens et les passionnés, pour les applicateurs et les managers, pour les testeurs et les networkers, pour les vendeurs et les experts, pour vous. Mapei Academy. Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent pour ce nouveau webinaire consacré aujourd'hui à la pose de parements sur façade isolante. Tout d'abord, je vais vous dire quelques mots sur le webinaire et qu'est-ce qu'un webinaire de la Mapei Academy. Le webinaire est destiné à vous informer et vous former sur les systèmes que Mapei peut proposer dans différents domaines de la construction. C'est un outil facile d'accès, que vous soyez prescripteur, distributeur ou entrepreneur, applicateur. Ça vous permet facilement de votre bureau ou de chez vous d'assister à la présentation et à la formation sur le système proposé. Vous verrez que suivant les séminaires proposés sur le net, vous aurez des vidéos d'application ou uniquement des explications, mais toujours sur un thème bien précis pour ne pas se perdre dans tout ce que Mapei peut proposer. Les séminaires vous seront à chaque fois annoncés via nos réseaux sociaux ou notre site internet. Et vous pouvez déjà savoir qu'ils auront lieu tous les premiers et troisièmes jeudis du mois à la même heure qu'aujourd'hui, donc c'est-à-dire 16 heures. Donc, pour continuer, juste un petit mot, vous comprendrez que pour des raisons pratiques, votre son et vos webcams sont coupés. Donc, vous n'avez pas la possibilité d'intervenir via ceci. Par contre, comme vous le voyez sur le slide proposé, vous avez la possibilité en permanence de nous poser des questions, même si je n'y réponds pas ou n'y répondrai pas sur le vif pendant la présentation, tout sera fait par après et vous aurez réponse à toutes vos questions. Donc, je vais passer au sommaire de ce qui va être vu aujourd'hui. Je commencerai par une petite présentation succincte de Mapei, parce que je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà Mapei, mais je ferai un petit rappel là-dessus. Ensuite, nous verrons pourquoi isoler et pourquoi s'intéresser à l'isolation de façade, les solutions que Mapei propose, et en l'occurrence, ici, on ne s'intéressera qu'à un système d'isolation de façade, celui qui permet la pose de parements durs, la présentation des produits qui sont repris dans le système, quelques exemples de réalisation, ainsi que tous les outils qui sont à votre service dans le cadre des systèmes proposés. Je vais maintenant, par facilité pour vous, couper ma webcam et continuer les explications. Voilà. Donc, Mapei, en quelques mots, donc, ce sont des solutions et des services pour tous vos projets dans la construction. Donc, petit rappel, Mapei travaille 16 lignes de produits qui vont de l'étanchéité des murs enterrés à l'étanchéité de toiture plate, en passant par les adhésifs de tout type d'applications, que ce soit parquet, carrelage, sol souple, etc. Tout ce qui est silicone, mastic. Enfin bref, une gamme très très complète dans toute la construction. Mapei est présent sur les 5 continents au travers de 83 usines et sites commerciaux. Un axe important est mis sur la recherche et le développement, tant en termes financiers qu'en termes de personnel. Une grosse partie de ce qu'on fait est consacrée à être à la page au jour le jour.
On va attaquer maintenant le vif du sujet et se poser la question de savoir pourquoi isoler et quelque part pourquoi s'intéresser à l'isolation thermique des murs par l'extérieur. Tout d'abord, il faut savoir, et je l'illustrerai par après avec différents graphiques, que les bâtiments, et ici je me suis intéressé exclusivement aux résidentiels en partie francophone, donc en Wallonie, les bâtiments sont responsables d'une part importante de la consommation énergétique. Via cette consommation énergétique, ils sont aussi forcément responsables d'une grosse part des déperditions de CO2. Et dans ces déperditions, une grosse partie, c'est-à-dire 20 à 25%, se fait au travers des murs de l'habitation. Un système ETICS, donc un système d'isolation thermique par l'extérieur, va permettre de réduire cette consommation et donc de réduire les émissions de CO2. Et ce n'est pas juste un objectif que chacun peut se fixer, mais c'est un objectif qui est aussi fixé par l'État et par l'Europe. Les exigences sont de plus en plus importantes en termes d'économie d'énergie et de réduction des émissions de CO2. Un premier graphique va vous permettre de vous rendre compte. Donc ici, sur la gauche, vous voyez un cliché de ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Vous voyez que le résidentiel... Désolé, j'avais perdu le son. Donc vous voyez que le résidentiel est responsable de 23% de la consommation énergétique. Donc c'est une part quand même importante sur laquelle il faut travailler et est également responsable de 13% des émissions de CO2. Sur le slide suivant, et j'en ai parlé juste avant, on peut distinguer toutes ces déperditions par où elles peuvent passer. Et donc vous voyez que pratiquement un quart de ces déperditions ont lieu au travers des murs. Et donc c'est important de pouvoir s'y atteler et c'est l'objet de la formation d'aujourd'hui. Je vous parlais des exigences européennes fixées à plus ou moins moyenne échéance, c'est-à-dire 2050. Ça a l'air loin, mais c'est tout proche. Mais on voit donc à votre gauche un cliché de ce qui se passe au jour d'aujourd'hui et à votre droite ce qui est demandé pour 2050. Vous constaterez qu'on doit passer du blanc au noir, enfin ou plus exactement du rouge au vert. C'est-à-dire qu'il y a un travail énorme à effectuer en termes d'isolation thermique des murs. Sur le graphique suivant, vous pouvez voir, et c'est pour ça que je vous disais c'était intéressant, pas seulement d'isoler, mais de s'intéresser en tant qu'entrepreneur à l'isolation des murs. Vous voyez ce que peut représenter l'investissement nécessaire pour arriver aux exigences demandées par l'Europe. Sur le graphique que vous avez sous les yeux, la partie orange du graphique concerne l'isolation des murs par l'extérieur. Et vous voyez qu'une grosse quantité d'argent devront être investis pour arriver aux objectifs fixés. Et donc, il est quand même nécessaire et intéressant de pouvoir maîtriser ce type de système. Donc voilà en gros pourquoi isoler et pourquoi s'intéresser à l'isolation thermique des murs par l'extérieur. À cet effet, Mapei a travaillé pour vous et a développé des solutions d'isolation par l'extérieur avec tout type de finition. On s'intéressera donc, comme je l'ai déjà dit, cette fois-ci uniquement à la pose de parements durs sur isolant, donc qui sont les systèmes qui font partie de tous les systèmes d'isolation développés par Mapei. Une isolation de façade avec Mapei vous permettra donc déjà dans un premier temps une belle économie d'énergie. Donc c'est-à-dire qu'un bâtiment isolé consommera forcément beaucoup moins d'énergie. Tout ça avec une application simple mais qui reste quand même relativement rigoureuse. C'est-à-dire que l'application en soi des produits n'est pas très compliquée, mais les points de détail,
il faut y être très attentif pour que le bâtiment soit vraiment parfaitement isolé, sans pont thermique. Enfin, tous les détails sont importants dans la réalisation. Une fois qu'une façade et qu'une maison est isolée, elle permet un confort de vie beaucoup plus agréable. C'est-à-dire que le climat intérieur de la maison est stabilisé. Donc le fait qu'il y ait moins de variations de température et d'humidité vont permettre d'assainir quelque part l'intérieur de l'habitation. En isolant une maison, forcément, on agit aussi sur le bien-être de l'environnement, c'est-à-dire que, comme on l'a dit au départ, quand on consomme moins, on rejette moins de CO2, donc on pollue beaucoup moins l'environnement. Ensuite, une isolation thermique des bâtiments permettront une meilleure performance et surtout une plus grande pérennité de ces bâtiments. En effet, les bâtiments seront alors protégés de tous les stress hygrométriques, c'est-à-dire les différences de température et d'humidité, ainsi qui peuvent en tout cas altérer la stabilité des bâtiments. Après, quand on parle d'isolation thermique par l'extérieur avec une finition en parement dur, on doit toujours avoir en tête deux questions. La première, c'est qu'est-ce qu'on attend d'une isolation thermique des murs par l'extérieur? Forcément, on attend la performance énergétique, ça paraît logique. On attend une étanchéité à l'air et à l'eau. On attend bien sûr que le bâtiment puisse continuer à respirer et surtout à évacuer la vapeur d'eau, donc la perspirabilité du bâtiment. On attend forcément, comme pour tout type de construction, une esthétique architecturale et surtout que ça dure, donc la pérennité du système. Tout ça est offert déjà avec un système d'isolation thermique par l'extérieur, finition classique, donc crépi. Après, quand on veut y ajouter un parement dur, donc par parement dur, j'entends en général briquettes, pierre de parement, carrelage, c'est l'essentiel de ce qu'on propose en parement dur. Il faut toujours se poser ici la question de ce qu'on attend du support capable de recevoir un parement dur. Donc, on attendra du support qu'il soit plan, sain, porteur, stable et solide. Donc, c'est très important d'avoir toujours ça en tête et vous le comprendrez plus tard dans le choix des produits. Donc, on mélange quelque part deux systèmes. Une isolation thermique par l'extérieur, plus la pose d'un parement. Et les deux systèmes ont leurs exigences et vous verrez qu'ils impliquent des différences par rapport à un système classique crépi. Et vous me direz pourquoi choisir une finition en parement dur? La finition en parement dur va permettre en tout cas d'offrir une palette beaucoup plus importante de finition. En effet, les systèmes ETICS classiques ne proposent qu'une palette trop pauvre en termes de texture. La seule différence d'un crépi à l'autre, en général, c'est la couleur. Donc, on ne sait jouer que sur la couleur pour l'esthétique du bâtiment. Le parement dur permet d'amener d'autres choses en termes de texture. Il faut savoir aussi que d'un point de vue architectural, certains de ces parements offrent du caractère au projet. En effet, le crépi a plutôt une finition entre guillemets lisse, donc relativement épurée, ce qui peut parfois intéresser certaines personnes, mais manque parfois un petit peu de caractère. Le parement dur permettra d'obtenir ce caractère. Ensuite, et donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, je me suis intéressé quand même beaucoup à la région wallonne pour établir ce séminaire. Et il faut savoir que d'un point de vue urbanistique, en fonction des communes, les exigences ne permettent pas toujours la pose de crépi, en tout cas ne sont pas toujours favorables à la pose de crépi. Et la finition en parement dur permet parfois de répondre aux exigences urbanistiques. Ensuite, il faut savoir que en tout cas une très grosse partie du marché à venir en termes d'isolation concerne la rénovation des biens existants.
Vous êtes pensant savoir qu'il y a de moins en moins de terrain disponible pour de nouvelles constructions et qu'il faudra absolument passer par la rénovation des édifices existants. Et souvent, on demande à la rénovation de correspondre à l'état initial du bâtiment. Donc, je vais prendre un exemple. Mais si on a un bâtiment en pierre de pays qui est absolument réisolé, ben voilà, la pose d'une pierre de parement reconstituée sur un isolant permettra de faire les deux, donc d'isoler et de récupérer l'aspect initial du bâtiment. Ensuite, parfois sur des projets à plus forte sollicitation mécanique, donc je pense par exemple rez-de-chaussée d'une école, ben, un parement dur aura une meilleure résistance mécanique aux impacts de ballons ou autres, enfin peu importe, mais en tout cas une meilleure résistance mécanique que le crépi. Et à cet effet, donc Mapei propose quelque part 3 systèmes en un, donc repris sous le terme Mapei-Term Tile System. Donc, dans le Mapei-Term Tile System, vous retrouverez donc sur la photo de gauche, c'est essentiellement la pose de carrelage, d'allage quelque part, sur isolant. Et vous verrez qu'il y a quelques petites différences de produits quand on est sur une pose plutôt de briquettes ou de pierres de parement reconstituées. Quand je dis briquettes, ça peut être de la brique reconstituée ou, comme ça se fait de plus en plus, de la brique sciée. Donc la plupart des briquetiers belges au jour d'aujourd'hui scient leurs briques pour en faire une plaquette posable justement sur isolant. Attention quand même qu'il y a quelque chose, quelques éléments auxquels il faut être vigilant quand on a l'intention de poser un parement dur sur isolant. La première chose, c'est la taille et le point, qui sont quand même très très importants. Plus le format du parement posé sera grand, plus les sollicitations mécaniques seront importantes, et forcément aussi, plus le poids est important, plus les sollicitations seront aussi importantes. Donc c'est nécessaire, quand vous êtes sur un projet de pose de parement dur sur isolant, de nous en parler via le service technique ou via nos délégués commerciaux, de nous en parler pour qu'on puisse valider le format et le parement choisi. Une autre chose, et là on rejoint aussi la finition crépi, c'est la couleur du parement choisi. La couleur est très très importante parce que plus une couleur est foncée ou vive parfois, plus elle absorbe la chaleur. Donc ça veut dire à ce moment-là qu'une couleur qui absorbe beaucoup la chaleur fera subir au système de plus grosses variations de température et donc de plus grosses sollicitations. Ça, c'est un point qui est plutôt mécanique. Ensuite, il faut savoir aussi qu'un isolant a un point de fusion, donc en tout cas un isolant polystyrène expansé, graphité, qui est le plus utilisé pour l'instant, a un point de fusion aux alentours de 65-70 degrés. C'est-à-dire qu'il commence à se déformer, à fondre à ces températures-là. Et vous verrez sur le graphique que je reprends plus bas, voilà, que voici, avec une température extérieure de 26 degrés en plein soleil, en fonction de la couleur de la finition, vous voyez que la température peut fortement monter. Donc sur une couleur qui s'approche du noir, on approche sincèrement le point de fusion de l'isolant, donc des risques quand même mécaniques. Et puis il n'y a rien à faire, les variations de température vont être énormes. Donc vous voyez, en plein jour, en plein soleil, sur un parement noir, on va atteindre 65 à 70 degrés. Et la nuit, quand la température va baisser et que le soleil va partir, on retombera aux alentours de 15-20 degrés. Donc les variations de température sont très très importantes et donc sollicitent beaucoup le système. Donc il faut en général donc ne pas hésiter à nous consulter pour la validation du parement que vous avez choisi pour effectuer vos travaux.
Ensuite, on va passer au vif du sujet et aux produits qu'on utilisera dans le système. Sachant qu'on va partir sur tous les composants du système, donc du support jusqu'à la pose du parement dur. La préparation du support. Elle est importante, même si elle n'est pas réellement reprise dans le système en lui-même, mais on l'a dit, on a besoin d'un support qui soit plan et porteur, sain. Et donc ça doit être réalisé avant de commencer la pose du système. Donc l'isolant qui sera tout d'abord collé sur la façade a besoin d'une surface plane. Ce n'est pas avec la colle qu'on utilise pour l'isolant qu'on pourra rattraper de grosses irrégularités de planéité. Donc il est important de d'abord resurfacer quand c'est nécessaire le mur pour obtenir quelque chose qui soit plan. Et là, j'ai choisi de ne vous parler que d'un seul produit, qui est le Planitop Fast 330. Donc, il s'agit d'un mortier de ragréage, donc entre guillemets d'un cimentage à prise rapide et qui vous permettra de recharger de 3 à 30 mm en une passe. Pourquoi prise rapide? Ça permet de perdre peu de temps dans l'enchaînement des phases dans la pose du système. Si on utilisait un cimentage classique, il faudra attendre la prise complète, donc en général 28 jours, avant de pouvoir venir fermer avec le système d'isolation thermique par l'extérieur. Ici, l'utilisation d'un produit comme le FAST 330 permet d'accélérer les choses et d'attaquer la pose le lendemain du ragréage. Ensuite, donc, une fois que le support est préparé, donc plan, sec, sain et porteur, on va passer au collage du panneau isolant. Donc, je vais faire un bref récapitulatif du principe de base dans la pose du panneau isolant. Donc, on commencera toujours par fixer un profil de socle, un profil de départ, qui est un profil alu avec un dessin, une pliure qui fait effet goutte d'eau, donc qui empêchera l'eau de longer l'isolant pour venir gangréner le support. Et il sert d'assise pour le départ de la pose de l'isolant. Donc une fois que ce profil de socle est fixé mécaniquement, on va attaquer la pose des panneaux isolants au moyen d'une colle qui s'appelle le Mapletherm AR1GG ou le Mapletherm AR1 Light. On le verra un petit peu plus loin en quoi consistent ces produits. Il faut prendre soin à appareiller les panneaux de manière à ce qu'ils soient toujours à joint décalé. Donc on ne peut pas avoir de joints de panneaux qui se suivent. Et donc voilà, en ligne successive, à joint décalé. On parlera du collage par après. S'il y avait un défaut de planéité, le panneau isolant est ponçable très facilement. Et si on avait quelques jours entre les panneaux, il faudra les remplir avec une mousse polyuréthane qui s'appelle le Mapépure Universal chez nous, donc qui permettra de remplir les jours entre les panneaux pour que l'isolation soit pleine et qu'il n'y ait pas d'entrée d'air. On aura soin aussi dans l'appareillage des panneaux de garder des panneaux entiers à chaque coin de baie, donc ne pas travailler avec des joints qui peuvent suivre l'alignement soit du linteau, soit des pieds droits de châssis. Donc on travaillerait avec un panneau entier dans lequel on vient découper l'angle de la baie. Et on veillera aussi à démarrer aux angles du bâtiment, donc de manière alternée, un panneau entier, un demi, pour garder les coupes éventuelles en plein mur et ne pas avoir une petite coupe sur un angle de bâtiment. Si il existe dans la structure, donc dans le mur porteur, s'il existe des joints de fractionnement ou de dilatation,
ils devront être répercutés sur tout le système. Donc, on arrêtera le système au droit du joint de fractionnement du bâtiment pour le redémarrer par après en y insérant un joint de dilatation. Donc, important que les joints existants dans la structure soient respectés aussi dans le système d'isolation thermique par l'extérieur. En termes de collage, donc il faut quand même toujours garder en tête que la colle du panneau, c'est la base du système. Donc, le système, on a tendance à dire que c'est un système collé et fixé mécaniquement, mais qui est bel et bien collé. Et la colle qui sera utilisée devra répondre à certaines exigences mécaniques, c'est-à-dire qu'elle devra avoir une résistance à l'arrachement qui soit supérieure à 0,08 newton par millimètre carré. Ensuite, il faudra veiller à ce que l'encollage, le transfert de colle, donc c'est-à-dire le contact via la colle entre le support et le panneau isolant, soit de minimum 70%. Donc, comme vous voyez dans les deux photos qui sont reprises là en dessous, celle de droite, on est très très loin des 70%. Celle de gauche peut-être un petit peu moins loin, mais on n'y est pas non plus. Et il n'y a rien à faire. Le système en lui-même subit, qu'on le veuille ou non, des sollicitations. Une première sollicitation, c'est la sollicitation au vent. Donc le vent qui tourne autour d'un bâtiment crée des dépressions qui peuvent parfois être très très importantes et donc sucer, tirer le panneau isolant et en provoquer le décollement. Ensuite, il faut savoir que en hiver et en été, le panneau isolant va travailler de deux manières différentes, justement parce qu'il est isolant. Donc la première illustration ici, on voit une situation en hiver. Donc forcément, la température extérieure, qu'on illustre ici à moins 5 degrés, est beaucoup moins importante que la température sur la face intérieure de l'isolant, parce que le matériau, enfin c'est dans son nom, est isolant. Et donc, le panneau va avoir tendance à tuiler, c'est-à-dire que la face la plus chaude gonfle et la face la plus froide rétrécit. Et donc, on, vous voyez, de nouveau, sollicite mécaniquement l'encollage de ce même panneau. Et forcément, en été, on sera sur la situation inverse, c'est-à-dire que la face extérieure de l'isolant sera beaucoup plus chaude que la face intérieure de l'isolant, et donc l'isolant va bomber et de nouveau solliciter mécaniquement l'encollage. Donc, en termes de produits, pour l'encollage des panneaux isolants, je vais vous parler de deux produits. Le premier, c'est le Mapétherm AR1GG. Donc, il s'agit d'un mortier, donc bas ciment, qui sert pour le collage, et je vous l'ai mis entre parenthèses, le cimentage, uniquement quand on est dans une finition crépie. Donc, dans le cadre de ce qu'on va traiter aujourd'hui, le Mapétherm AR1GG ne sert que de collage pour le panneau isolant. Ensuite, on a un deuxième produit qui peut permettre le collage du panneau isolant, c'est le Mapétherm AR1 Light. Pourquoi j'en propose un deuxième? Parfois, quand le support n'est pas tout à fait plan, mais sans être non plus tout à fait détérioré, l'AR1 Light, donc le Mapétherm AR1 Light, va permettre de rattraper en termes d'épaisseur des épaisseurs un peu plus importantes que l'AR1GG. Pour l'AR1GG, on doit avoir un support qui est parfaitement plan, que l'AR1 Light permettra de rattraper jusqu'à 10 mm de fosse ou de bosse dans le support. Donc c'est pour ça que j'ai voulu parler des deux. Donc le Mapétherm AR1, c'est aussi un mortier de collage et de surfaçage quand on est en crépi pour panneaux isolants, allégé et qui est à base de ciment. Les avantages de l'AR1 Light, c'est sa légèreté et donc sa grande maniabilité. Une résistance plus importante aux impacts, mais là ça ne concerne que les finitions crépies, donc quand il sert de surfaçage. Et alors, le fait qu'on puisse le travailler, c'est ce qui nous intéresse dans ce système-ci, en épaisseur un peu plus importante. Techniquement, dans la pose, on ne validera que deux systèmes
d'encollage du panneau. Le premier, et c'est sincèrement l'idéal, c'est en plein bain. Donc, c'est ce qu'on voit dans la deuxième photo. Donc, c'est-à-dire qu'on part du principe que le support au départ est parfaitement plat. Le panneau isolant, forcément, il est parfaitement plat. Et donc, on travaillera à la spatule crantée. Donc, on peigne à carrelage de minimum 10 par 10, donc 10 mm par 10 mm. Et on viendra donc encoller le panneau complètement avec le peigne cranté, en ayant soin d'éviter de surencoller les bords du panneau pour ne pas qu'il y ait de fluage de colle entre les différents panneaux. Et donc à ce moment-là, on aura un panneau qui sera encollé en plein bain. Quand on est avec l'AR1 là et donc on a des petites irrégularités de planité à rattraper, on peut également travailler avec des plots et donc en plots et bandes. De nouveau, attention à veiller, malgré qu'on travaille en plots et bandes, d'arriver une fois col écrasé au 70% de transfert minimum. Et lorsqu'on travaille par plot, il faut toujours que le périphérique du panneau soit encollé. Donc, de nouveau, en évitant le fluage de la colle entre les différents panneaux, mais il faut absolument éviter que l'air puisse circuler à l'arrière du panneau. Dans les photos de dégradation que j'avais montré quelques dias avant, où on montrait que la quantité de colle pouvait avoir un grand impact, si vous vous rappelez, sur la photo de gauche, ce n'était que des plots sans bande périphérique et ça engendre pas mal de dégâts. Donc, deux techniques d'encollage validées, le plein bain donc à la spatule crantée, minimum 10-10, ou le plot et bande, donc en ayant soin de toujours arriver au 70% de transfert avec la bande périphérique. Ensuite, le panneau isolant. J'ai choisi de ne parler que d'un seul panneau, qui est le Mappeterm EPS 032. 032, c'est le lambda du panneau, donc c'est la valeur isolante du panneau. Et on est sur un panneau qui est graphité. Donc là, visuellement, pour ceux qui ne voient pas bien, ben, le non graphité, c'est les panneaux de polystyrène blanc. Le graphité, ce sont les gris. Le graphité est légèrement supérieur en termes d'isolation au polystyrène standard. Et au jour d'aujourd'hui, la différence de prix s'est fortement amoindrie. Et donc, je pense être dans le bon en vous disant que facilement 90 à 95% du marché au jour d'aujourd'hui est en EPS gravité, donc 0,32. Ensuite, les accessoires. Et donc là, on en vient une des premières choses que je vous ai dites à propos du système, c'est qu'il était relativement facile d'application, mais qu'il fallait être quand même rigoureux sur les points de détail. Et les accessoires, c'est ce qui permet de gérer tous ces points de détail-là. Donc, en termes d'accessoires, pour que vous puissiez visualiser sur le slide, sur votre gauche, il s'agit de deux profils de dilatation, les chevilles mécaniques de fixation, le profil de socle au centre, le compris band et certains profils d'arrêt, que ce soit arrêt tout simple, arrêt contre châssis, enfin voilà, il y a quelques profils différents. On va cet effet revoir aussi les quelques principes de base pour les accessoires. Donc, il faut savoir que lorsqu'on a donc collé l'isolant, une fois que l'isolant est collé sur la façade, on va attaquer tous les points de détail. Donc, c'est-à-dire qu'on commencera par tous les angles du bâtiment qui devront être renforcés par la pose d'une cornière PVC préentoilée. La pose de ces accessoires-là se réalise également avec le Mappeterm AR1GG. Donc, on posera à tous les angles du bâtiment une cornière PVC préentoilée, aux angles de toutes les ouvertures, donc c'est-à-dire linteau et pied droit des châssis. Il faudra venir poser donc aussi une cornière PVC préentoilée, en ayant soin d'ajouter à chaque coin, donc au coin, à la jonction linteau pied droit,
ce que j'appelle un mouchoir entre guillemets. Donc, c'est-à-dire que c'est un morceau de treillis de fibre de verre qui vient reprendre le coin qui est le plus sollicité mécaniquement. Donc, il fera la jonction entre la cornière d'angle qui est posée en linteau et la cornière d'angle qui est posée en pied droit. Ensuite, il faudra, chaque fois qu'on est sur un passage de l'isolant vers une autre matière, donc par exemple entre l'isolant et un seuil, entre l'isolant et un couvre-mur, dès qu'on change de matière, il faudra utiliser un compriband. Donc c'est une bande expansive qui va permettre de gérer l'étanchéité à l'air et à l'eau. Donc c'est une bande qui, une fois appliquée, se gonfle légèrement et vient tout reprendre à serrage et qui permettra aux différents matériaux, donc à l'isolant et au seuil par exemple, de travailler indépendamment l'un de l'autre. Vous allez poser par exemple, si c'est de plus en plus au jour d'aujourd'hui, un seuil alu. Ben voilà, l'alu a un très gros pouvoir de dilatation. Si on met un point dur entre l'alu et le cimentage et l'isolant, ben ça risque de créer de la fissuration. Donc c'est important d'avoir quelque chose qui peut absorber les mouvements qui sont différents d'un matériau à l'autre. Donc j'en avais parlé tout à l'heure aussi, mais comme je les ai présentés en image, là, les joints de dilatation, ben voilà, dès qu'il y a un joint dans la structure, il faudra le répercuter et appliquer un joint de dilatation. Et alors, à la jonction entre l'isolant et le châssis, de nouveau, parce qu'on est sur des matériaux différents, en général aussi, on vient mettre un profil de finition qui est, lui, prééquipé d'une bande compriband. Donc, qui permettra d'avoir une finition propre le long du châssis, tout en gardant la liberté à chacun des matériaux de travailler indépendamment de l'autre. Donc, important les accessoires pour éviter les sollicitations mécaniques trop importantes et éviterait toutes les entrées d'air et d'eau. Ensuite, une fois que l'isolant est posé, que les accessoires sont posés, on va passer au surfaçage de l'isolant. Et c'est là que commencent à arriver les différences entre un système classique crépi et un système pour la pose de pare-mandure. Donc, dans les premières questions qu'on se posait, on se demandait ce dont on avait besoin pour les caractéristiques du support pour un pare-mandure. Et donc, on avait dit que pour un pare-mandure, il fallait qu'on ait quelque chose qui soit plan, sain, stable et solide. Un cimentage classique pour recevoir un crépi n'est pas plan, il l'est parce qu'on est sur un isolant, mais on n'est pas sur quelque chose d'hyper rigide, parce que le crépi, lui, peut aussi absorber quelques mouvements. Le pare-mandure ne va pas suivre le moindre mouvement, donc on a besoin de quelque chose qui soit très très stable. Et donc, plutôt qu'un cimentage classique pour façade isolante, on va basculer sur un produit qui s'appelle le Planitop HDM Maxi. Donc, qui va avoir deux caractéristiques principales. Donc, la première, mécaniquement, d'obtenir donc un support qui soit parfaitement rigide. Donc, il s'agit d'un mortier à base de ciment qui a de très hautes résistances mécaniques, qui est enrichi de fibres de verre, donc ce qui lui permet d'avoir quelque chose, enfin, d'obtenir une surface qui soit très, très stable et très, très solide, et qui aura la particularité aussi d'être fermé aux entrées d'eau, tout en restant ouvert à la vapeur d'eau. Ce phénomène-là, c'est en fait ce qu'on demandait dans la première question, ce qu'on attend d'une façade isolante, et dans une finition crépi, tout ça est obtenu via la finition, via le crépi. Or, ici, un pare-mandure plus un joint ne pourront jamais constituer une étanchéité. Vous le connaissez déjà en termes de carrelage, par exemple, et quand on réalise une douche, on pose toujours une étanchéité avant la pose du carrelage, parce que quel que soit le carrelage choisi et quel que soit le joint choisi, on est sur deux matériaux différents, donc qui travaillent différemment, et donc
entre lesquelles peuvent apparaître des micro-fissures qui laissent passer l'eau. Donc, on pose une étanchéité avant de poser un carrelage dans une douche ou dans une piscine, peu importe. Ici, c'est le même principe. On a besoin que le support soit étanche et solide avant de pouvoir poser le parement. Et le Planitop HDM Maxi a ces deux fonctions-là. Donc, de solidifier le cimentage et de rester fermé à l'eau, mais ouvert à la vapeur d'eau. Dans cette première passe de Planitop HDM Maxi, on viendra intégrer un treillis très spécifique, un treillis de fibre de verre, traité spécialement résistant aux alcalis et enrichi de zirconium. Le zirconium, c'est une matière dure comme les diamants. Et donc, on est là sur un treillis qui va de nouveau renforcer mécaniquement le cimentage. Il ne s'agit pas d'un treillis classique pour façade isolante crépie, mais bien d'un treillis spécifique, mécaniquement très résistant. Si vous parfois vous intéressez à certains systèmes chez Mapei de renforcement structurel, c'est un produit, le Mapei Grid G120, qui rentre parfois aussi dans certains systèmes de renforcement structurel. Donc c'est un treillis beaucoup plus solide qu'un treillis classique et qui permettra d'obtenir une surface qui soit parfaitement stable pour recevoir le parement dur. Donc, comment on réalise la pose du treillis dans la première passe de Planitop HDM Maxi? C'est très simple. On tire le Planitop HDM Maxi de nouveau avec une plâtresse crantée. On vient dérouler dans les sillons de mortier qui sont laissés sur le mur, dérouler le treillis de fibre de verre. Et on vient ensuite, avec le plat de la taloche, écraser la fibre de verre dans le mortier. Donc, maroufler le treillis de fibre de verre dans le mortier, en ayant soin à chaque fois que les différents laits de treillis, donc de Mapei Grid G120, recouvrent les bandes de treillis des accessoires, donc c'est-à-dire des cornières d'angle ou des profils de dilatation, enfin tous les différents profils sont à chaque fois préentoilés. Il faut qu'il y ait un chevauchement de 5 à 10 cm sur les accessoires. Et il faut aussi qu'entre les différents laits, il y ait un chevauchement qui soit de 5 à 10 cm pour que mécaniquement tout soit repris. Le treillis de fibre de verre qu'on vient intégrer dans le cimentage ici, il peut être apparenté à une paillasse à béton. Donc c'est une armature qu'on vient mettre dans le mortier. Et cette armature, ces armatures, si elles ne sont pas reliées entre elles, il y a un point où elles n'ont plus aucun impact. Donc c'est important de les chevaucher de 5 à 10 cm. La deuxième grosse différence par rapport à une façade isolée crépie, c'est le moment du chevillage. Quand on est sur une façade crépie, je ne vais pas trop en parler parce qu'on reviendra dans un prochain webinaire sur les façades isolantes crépies, mais en général, on fixe mécaniquement l'isolant. Parce qu'après l'isolant, en fait, il y a très très peu de poids ajoutés sur cet isolant. Donc la fixation mécanique sert à optimiser, on va dire quelque part, le collage pour qu'il soit plus résistant, comme on l'a dit tout à l'heure, au vent et aux variations de température. Ici, on a besoin que la fixation mécanique reprenne tout le système parce qu'on vient forcément ajouter plus de poids sur le système que lorsqu'on fait une finition crépie. Et donc, on a besoin en fait que la rosace de la cheville reprenne mécaniquement l'entoilage pour que le tout soit repris. Donc, c'est une fois la première passe de Planitop HDM Maxi en intégrant le Mapei Grid G120 est réalisée, on vient mécaniquement donc forer et mettre les chevilles à frapper. En termes de répartition du chevillage, en zone courante d'une façade en dessous de 3 mètres de hauteur, vous devez compter plus ou moins 4 chevilles au mètre carré.
Au-dessus de 3 mètres, on passera à 6 chevilles au mètre carré. Et en zone de rive, donc j'entends par zone de rive les angles du bâtiment, les parties au-dessus des grosses ouvertures, donc c'est une grosse baie vitrée, ben, au-dessus de cette baie vitrée-là, il faut passer à 8 chevilles par mètre carré. Ce sont en fait les endroits qui sont le plus sollicités mécaniquement, donc forcément, on augmente la quantité de chevilles au mètre carré. Une fois qu'on a réalisé cette fixation mécanique, forcément, on a percé le premier pass de Planetop HDM Maxi pour pouvoir les installer. Et donc, quelque part, on a percé l'étanchéité, vu qu'on avait bien spécifié que le HDM Maxi est fermé aux entrées d'eau, mais ouvert à la vapeur d'eau. Ici, on est venu percer, donc forcément, l'eau peut à nouveau rentrer. Et donc, il est nécessaire de venir poser une deuxième passe d'égalisation de Planetop HDM Maxi, qui permettra, premièrement, de resurfacer toutes les têtes de cheville pour éviter qu'il y ait des entrées d'eau, d'être certain que le treillis, donc le Mappé Grid G120, soit parfaitement enrobé dans le mortier et se garantir une surface plane. Donc, dans l'ordre, une première passe de Planetop HDM Maxi en y intégrant le Mappé Grid G120. Ensuite, fixation mécanique. Et par après, une deuxième passe de Planetop HDM Maxi pour resurfacer le tout. Une fois que ça est réalisé, quelque part, donc on est arrivé à ce qu'on demandait à la façade, c'est-à-dire qu'elle soit performante énergétiquement, mais qu'elle soit fermée aux entrées d'eau et aux entrées d'air, tout en restant ouvert à la vapeur d'eau. Donc là, le bâtiment, il est, à partir de cette phase-ci, il est protégé complètement. La phase de finition, donc la pose de parement, quelque part, n'est plus que esthétique, entre guillemets. Et donc, en termes de, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, mais en termes de finition parement dur, on distingue donc quatre parements différents. Donc, en premier, la pierre de parement reconstituée. Donc, il s'agit d'une fausse pierre sous forme de plaquettes. Après, la matière, elle varie suivant les fabricants. On a la brique de parement, donc comme je le disais tout à l'heure, qui sera soit une brique naturelle sciée, soit une briquette moulée déjà sous forme de plaquettes, du carrelage ou dans certains cas de la pierre naturelle. Les produits qu'on utilisera pour le collage du parement dépendront du choix du parement. Lorsqu'on est sur une pose de carrelage, là, on propose deux cols, sachant que la caractéristique principale de ces deux cols-là est qu'elles sont S2 en termes de flexibilité. Je vais faire un tout petit rappel sur les normes européennes. Donc c'est le macaron que vous voyez au bas du slide. Voilà, on sera sur des cols à base de ciment, donc le C, des cols qui sont améliorés, donc c'est-à-dire qu'elles ont une résistance à l'arrachement supérieure à 1 Newton par millimètre carré. À savoir que les deux cols proposés sont bien au-dessus, plus de 2 fois la norme exigée. Le E signifie qu'on est sur une colle à temps ouvert allongé. Donc le temps ouvert, c'est le temps dont on dispose entre le moment où la colle est posée sur le support et le moment où on vient mettre le carrelage sur cette colle.
Et ensuite, le plus important en façade, il nous faut des cols classés S2 en termes de flexibilité. Donc, c'est la norme la plus flexible sur des cols base ciment. Donc, la première proposée pour la pose du carrelage, c'est l'Ultralight S2, qui est une colle allégée, c'est-à-dire que le volume du sac est un volume de 25 kg, si ce n'est qu'elle ne pèse que 15 kg. Donc, elle a un rendement plus élevé que les autres colles. Et c'est souvent intéressant lorsqu'on est sur une pose de format relativement grand. En effet, en pose façade, on aura besoin d'un véritable double encollage. Donc, c'est-à-dire qu'on doit peigner, donc travailler à la spatule crantée, et le support et le carrelage, en ayant soin de travailler avec les sillons de colle dans le même sens pour garantir un encollage qui soit de minimum 90%. Et le fait qu'on doive pré-encoller au peigne cranté le carrelage, ben, c'est pas mal intéressant d'avoir une colle qui soit léger. Après, en termes de manipulation, on aura moins de poids dans les mains à manipuler en venant poser le carreau sur la colle posée sur le support. Donc voilà, Ultralight S2 essentiellement quand on est en format relativement grand. Et la deuxième colle proposée toujours en S2 est l'élastorapide. Donc on est de nouveau sur une colle à base de ciment, si ce n'est qu'on est sur une 2 composants, c'est-à-dire que l'eau de gâchage est ici remplacée par, entre guillemets, un latex d'adjuvantation. Donc il n'y a pas d'eau à rajouter. Ce sont des kits prédosés en usine, donc un sac de poudre pour un bidon de latex, entre guillemets. Là, on obtient une colle en termes dans les normes européennes. Donc je vous disais C2, donc supérieur, une résistance à arrachement supérieure à 1 newton. Ici, pour vous donner un exemple, on est à 2,6 newtons. Donc on est plus de 2 fois et demi au-dessus de la norme. On est également ici sur une colle à prise rapide, donc qui permettra de gagner du temps de nouveau dans le phasage des travaux. Et le plus important, S2 en termes de flexibilité. Donc, pose de carrelage sur façade isolante, systématiquement une colle S2, donc soit Ultralight S2 pour des formats relativement grands, soit élastorapide en colle prise rapide. Ensuite, le jointoiement du carrelage. On travaillera ici, de nouveau, on est en façade, donc les sollicitations mécaniques aux variations de température sont importantes. Il faudra avoir soin de calpiner son travail. C'est-à-dire qu'une façade devrait être divisée en zones de maximum 9 mètres carrés, autour desquelles il faudra à chaque fois un joint de dilatation. Donc, c'est-à-dire un joint souple. Tout le jointoyage ne peut pas être réalisé en joint bas ciment, donc en joint dur. Ceci dit, donc, le joint bas ciment en pleine zone, ce sera l'Ultracolor Plus, donc qui est un joint à base de ciment coloré, donc qui existe en 32 coloris chez nous. Un joint qui a un effet perlant, donc c'est-à-dire que l'eau, avant de pouvoir pénétrer dedans, a tendance à glisser dessus, donc un effet perlant. Enrichi en biocide, donc pour lutter contre l'apparition du verdissement ou de moisissures, à prise et à séchage rapide. La prise et le séchage rapide, enfin, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que ça concerne un autre type de formation, mais dans les joints colorés, le fait d'avoir un joint qui soit à prise à séchage rapide est très très important pour la tenue de la couleur au nettoyage du joint lors de l'application. Donc, joint bas ciment Ultracolor Plus, donc existe dans 32 coloris. J'ai maintenant un doute en disant 32, je ne sais plus si c'est 32 ou 36. Mais enfin, soit, ça existe dans une grosse multitude de coloris. Le joint souple, donc comme je le disais, on répartit la façade en zone de maximum 9 mètres carrés
Et le joint souple qui viendra autour de ces zones sera donc un joint silicone. Si on est sur du carrelage, ça peut être un silicone acétique qui est le Mapécile AC chez nous. Gros avantage chez nous, les silicones, les coloris de nos mastiques silicone sont parfaitement assortis aux coloris de nos joints bas ciment. Donc, c'est-à-dire que les 32 mêmes coloris de l'Ultracolor Plus existent en Mapécile AC. Donc, même si on est obligé de créer des joints de dilatation autour des zones de 9 mètres carrés, ces joints ne se verront pas. Ils seront exactement de la même couleur que le joint bas ciment, donc l'Ultracolor Plus, qui est en pleine zone. Donc, joint de dilatation, joint souple, Mapécile AC, tant qu'on est sur du carrelage, de la céramique. Si on est sur un joint souple en jonction entre le carrelage et, par exemple, la pierre bleue des seuils ou des couvertines, on devra à ce moment-là utiliser un silicone neutre, qui est le Mapécile LM chez nous, donc qui est aussi un mastic silicone enrichi en biocide, donc pour lutter contre la moisissure et le verdissement, et qui s'utilisera donc contre les matières, je veux dire, naturelles, pour ne pas faire de taches. Il existe dans un peu moins de coloris. Ceci dit, les coloris existants tentent à se rapprocher des coloris de pierre, donc des teintes de beige et de gris bleuté, vu que c'est un joint destiné à aller contre la pierre. Donc, petit résumé en vitesse, quand on est sur une pose de carrelage, donc sur le système Mapéterm Tile, la colle à utiliser sera une colle S2, donc soit l'Ultralight S2 en format relativement grand, soit l'élastorapide, avec une préférence malgré tout pour l'élastorapide, qui en termes de performance est la Rolls-Royce chez nous. C'est une colle très très performante. En termes de joint Ultracolor Plus en pleine zone et en joint de dilatation, soit le Mapécile AC si on est sur des joints entre carrelage, soit le Mapécile LM si on est sur des joints entre carrelage et pierre de taille. Ensuite, le système, comme je le disais, permettait aussi la pose de briquettes ou de pierres de parement. Là, la colle à utiliser, ce ne sera pas la même. On passera, parce que les formats ne sont pas les mêmes, sont beaucoup moins importants, on passera sur une colle à ce moment-là de type S1, qui est la Kiraflex Maxi S1. Son gros avantage, et on voit sur la photo d'application, le fait qu'on ne soit pas sur un format régulier, en tout cas très souvent. En termes de briquettes, c'est quand même beaucoup plus régulier, mais en termes de pierres reconstituées, c'est nettement moins régulier. On a besoin, pour ne pas être obligé de caler tous les éléments entre eux, d'une colle qui soit très thixotrope. Donc c'est le T que vous voyez dans la norme. Bon, thixotrope, c'est un nom un peu rébarbatif, mais ça veut simplement dire qu'il n'y a pas de glissement vertical une fois qu'on applique le parement dans la colle. Donc le parement ne va pas se laisser aller, donc pas besoin de venir caler les éléments entre eux. On le voit d'ailleurs sur la photo, le chantier là nécessitait d'avoir une belle finition en plein milieu du mur, vu qu'on est sur deux parements différents. Et donc l'applicateur a choisi de commencer par le haut et de redescendre avec son encollage, ce qui est totalement jouable avec la Keraflex Maxi S1. Donc on est sur une colle C2, donc bas ciment amélioré. On est aussi ici à 2,6 Newton, donc plus de 2 fois et demi la norme. Thixotrope, donc très important pour la pose de parement. À temps ouvert allongé et en termes de flexibilité, classé S1. Ensuite, pour le jointoiement de la brique de parement ou de la pierre de parement, je vais vous parler de deux produits. Le premier, c'est le Keracolor Brick. Donc, on est sur un joint bas ciment pour la brique qui existe en 8 coloris. Donc, c'est un mortier de jointoiement pour la brique relativement classique. Donc, bas ciment, à utiliser pas sous forme de barbotine, mais bien consistance terre humide, comme on le fait pour un joint de briques maçonnées, en fait, de briques standard.
Et le deuxième produit, Mappé Antique Allettamento. Donc là, on est sur un joint qui est à base de chaux hydraulique. Le gros avantage de ce joint-là, c'est mais il sera, parce qu'il est à base de chaux, fermé aussi aux entrées d'eau, mais il restera très ouvert à la vapeur d'eau. Donc dans le choix de certains parements, notamment certaines pierres reconstituées qui sont hydrofugées dans la masse et donc complètement fermées à l'eau, on a besoin que le joint puisse laisser passer la vapeur d'eau. Et c'est à ce moment-là intéressant de travailler avec un joint à base de chaux. Donc, quand on est sur de la pierre reconstituée ou de la brique, le choix entre deux joints, le choix, un joint brique, donc dans 8 coloris, donc joint base ciment, Mappé Antique Allettamento, donc joint base de chaux, qui existe lui en 7 coloris. Je vois une question, on va revenir un petit peu sur ce qu'on a dit précédemment, juste sur l'école. Je vois une question qui est apparue sur l'encollage derrière les carreaux. Donc j'avais dit que c'était important d'encoller à la spatule crantée et le dos du carrelage et le support. Et très important, c'est de les peigner, donc de les cranter dans le même sens. En fait, si on croise les sillons de colle, il y a des endroits où on aura une double consommation et des endroits une simple consommation. Que si on peigne dans le même sens, dans le pire des cas, les sillons vont se chevaucher, donc on aurait une double consommation, mais juste avec un mouvement de va-et-vient, le gros sillon va se coucher et garantir les 90% de transfert de colle. Et dans le meilleur des cas, les sillons de colle vont se mettre l'un à côté de l'autre et garantir de la même façon le transfert de colle de 90%. Donc c'est pour ça que c'est important de ne pas croiser et de travailler absolument les sillons de colle dans le même sens. C'est le cas aussi en pose carrelage de très grand format. Donc vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, donc là je ne parle plus de façade, je parle de pose carrelage classique. Au jour d'aujourd'hui, on a des formats qui vont jusqu'à 1,20 m par 3,60 m. C'est de nouveau des formats où le vrai double encollage est souvent nécessaire. Et donc, c'est important de peigner et le support et le carrelage dans le même sens. Quand je dis vrai double encollage, c'est parce qu'en général, quand on parle de double encollage, en pose de carrelage de grand format sans être dans les très très grands formats, on ne fait que de peigner le support et l'arrière du carreau lui est juste beurré. Donc c'est avec le côté lisse de la plâtresse qu'on vient remplir quelque part le gaufrage du carreau pour optimiser le transfert de colle. Mais une fois qu'on atteint des formats donc en pose standard, donc je ne parle toujours pas de façade, en pose standard, les formats dits XXL, donc les très très grands formats, on a besoin d'un vrai double encollage avec les sillons de colle dans le même sens. C'est ce qui permet d'optimiser de la meilleure des façons le transfert. Ensuite, ben voilà, on a vu les systèmes jusqu'à la finition. Quelques petits exemples de réalisation. En carrelage, ben là, on voit l'Uzette Leuven. Donc, il y a quelques centaines de mètres carrés qui ont été réalisés avec la pose d'un carrelage sur isolant. Et en termes de pierres reconstituées, j'ai juste présenté un centre commercial à Libramont qui était réalisé aussi en pierre reconstituée sur isolant. Vous voyez que, bon, le carrelage c'est différent, on amène vraiment une texture peu habituelle en façade. Par contre, lorsqu'on est sur de la briquette ou de la pierre reconstituée, on voit qu'on arrive à une finition qui a l'air traditionnelle. Donc c'est quand même compliqué de faire la différence entre un vrai mur de pierre et un faux mur de pierre ou de briques. C'est égal. Alors qu'on est finalement sur un système très moderne, très performant, avec un isolant. Petit rappel surtout nos outils et services. Donc, faut
jamais oublier de solliciter le site internet qui est très complet, dans lequel vous pourrez aussi retrouver d'autres références, qu'elles soient belges ou partout ailleurs dans le monde. Les fiches techniques sont aussi disponibles sur le site internet. On a aussi toute une série de documentation voilà, j'avais un petit souci. Le slide suivant ne passait pas. Donc, une série de documentation sur des thèmes bien spécifiques. Bon, en l'occurrence, ici, les deux premiers présentés sont un guide de choix des systèmes ETICS, tout ce qui est revêtement de façade et peinture. Il ne faut jamais hésiter à nous consulter et à demander aussi également cahier de charge qu'on peut faire pour vous, étudier pour vous. Voilà, on est à notre service. Il y a des gens sur la route en permanence que vous pouvez solliciter. On a un service technique, on a un centre de formation, on a tout ce qu'il faut pour vous aider. À cet effet, j'ai repris juste une petite liste par région pour vous permettre de mettre un visage sur les personnes que vous pourrez contacter. Donc, en premier, Rodolphe Nicolas, hein, c'est peut-être celui que vous verrez un petit peu moins sur la route. Donc, c'est le sales manager, donc le chef des ventes pour la partie francophone du Benelux. Juste en dessous, c'est moi-même, Raphaël Verset. Donc, j'ai deux fonctions chez MaPay. Je m'occupe du Eno, toute gamme de produits chez MaPay. Et j'ai en charge le développement des façades sur la partie francophone du Benelux. Vincent Gérardi qui s'occupe de la province de Liège. Frédéric Balleux, Bruxelles et Brabant-Wallon. Ludovic Flamand qui s'occupe de la province de Namur, province de Luxembourg et Grand-Duché. Rudy Genon qui s'occupe essentiellement de la prescription. Ensuite, d'autres spécialistes de gamme, parce que comme je vous le disais au tout début, MaPay brasse quand même très très large en termes de produits. Et là, je vous présentais donc Alain Duchesne qui s'occupe de tout ce qui est sol autre que le carrelage, donc tout ce qui est parquet, sol souple. Voilà, donc Alain Duchesne. Et pour tout, en partie francophone, donc du Benelux, pour tout ce qui est étanchéité, toiture et même étanchéité de manière générale, murs enterrés et autres, Étienne Collin. Bon, voilà, je vous remercie pour votre attention, d'avoir suivi ce webinaire qui, j'espère, vous aura intéressé. Je n'ai pas regardé si j'ai vu d'autres questions, mais tous ceux qui ont posé des questions, ne vous inquiétez pas, hein, vous aurez les réponses. Je profite déjà pour vous proposer les 3 webinaires suivants. Donc, comme je vous l'ai dit, les webinaires MaPay Academy auront lieu tous les 1er et 3e jeudis du mois à 16 h. Donc, le prochain rendez-vous est fixé pour le 3 septembre et sera consacré au système d'étanchéité pour terrasse, suivi 15 jours après des systèmes façades isolantes avec une finition crépi, et le 1er octobre, système d'étanchéité pour les douches privatives et collectives. D'autres séminaires sont en programmation et je voulais malgré tout vous soumettre un petit sondage en fait proposant quelques thèmes qui pourraient peut-être vous intéresser, de voir ce qui serait le plus probant dans les séminaires à venir. Donc je lance le petit sondage. Si vous pouviez prendre quelques minutes pour y répondre et voir ce qui pourrait vous intéresser. Donc encore une fois, merci. Hop, j'excuse. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire et rendez-vous pour le prochain, donc le 3 septembre. Merci, à bientôt.